L'avenir politique du docteur Oumar Mariko semble s'assombrir de plus en plus, notamment du fait de ses récentes prises de position sur la reconquête de Kidal. Les professionnels du secteur de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art sont réunis depuis vendredi pour évoquer plusieurs problématiques lors du premier salon dédié au secteur. Sidiki Diabaté vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en affichant salle comble à Bercy les images en fin d'édition. Dans le concert des félicitations des partis politiques suite à l'entrée des FAMA à Kidal, une voix discordante s'est fait entendre, celle d'Oumar Mariko. Ce qui lui vaut de nombreuses critiques et des interrogations sur son avenir politique au Mali. Paul Yapinguessan. En exil depuis plusieurs mois, le président du parti Sadi, Oumar Mariko, est annoncé par beaucoup de Maliens suite à sa déclaration sur la prise de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre dernier. Cet exploit a été largement célébré à travers le pays, avec de nombreux partis politiques, organisations de la société civile et leaders exprimant leur gratitude envers les FAMA et le gouvernement. Même son propre parti a salué l'effort collectif, même s'ils ont été plus nuancés que les autres. Mais Oumar Mariko, le président, a eu un tout autre discours, estimant que la situation à Kidal ne mérite ni réjouissance ni fierté, et encore moins une manifestation de dignité ou d'honneur perdu. Sur son compte X, Oumar Mariko soutient, je cite, « Le carnage à Kidal nous éloigne de l'unité et de la stabilité. » Sa sortie médiatique depuis son exil apparaît pour des analystes comme inopportune et déconnectée de la réalité vécue par la majorité de la classe politique malienne qui accueille favorablement l'entrée de l'armée à Kidal où elle était absente depuis plus d'une décennie. Selon un observateur, en prônant le dialogue et la justice sociale comme solution à la crise malienne dans son communiqué, Oumar Mariko omet de reconnaître l'urgence de restaurer l'ordre et la sécurité à Kidal. Sa critique de l'armée malienne et des forces étrangères, qualifiant leur intervention de violence musclée, ignore du coup la nécessité d'une réponse ferme face à des groupes armés défiant l'autorité de l'État. Dans son communiqué, il a invoqué les insurrections passées comme des réactions légitimes contre un système politique corrompu en minimisant la menace que représentent ces groupes armés pour la stabilité nationale. Bien avant la prise de Kidal, Oumar Mariko a multiplié les sorties dénonçant l'offensive des FAMA. Il a même adressé des lettres au président russe Vladimir Poutine et à celui de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour leur demander de cesser tout soutien aux autorités maliennes. Pour la Turquie, notamment, il a évoqué la vente des drones. De par ses prises de position, certains Maliens le qualifient d'indigne et d'ennemi du Mali. D'autres, par contre, le qualifient de honte pour la nation malienne. Déjà interpellé en décembre 2021, il a été emprisonné pour injure publique contre l'actuel Premier ministre Choguel Maïga. Cette figure de l'opposition fait l'objet d'une nouvelle procédure depuis avril 2022, après avoir accusé l'armée des actions. Une affaire qui a poussé Oumar Mariko à disparaître. Aujourd'hui, son avenir politique semble très assombri et son retour au pays encore plus, d'autant que la transition, qui devait initialement prendre fin en février 2024, avec l'élection présidentielle a été prorogée. Les professionnels du secteur de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art sont réunis depuis vendredi pour participer au Sigma, le premier salon du genre. Boubacar SM Maïga. La première édition du Sigma, le salon de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art, s'est ouvert hier 17 novembre au CICB. Un salon de 2 jours qui met en lumière l'importance de ces secteurs dans le pays. L'objectif de Sigma est de redéfinir le paysage de l'imprimerie et du graphisme au Mali. Sur place, des stands d'exposition ont offert un aperçu fascinant des dernières avancées technologiques et créatives. La promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art est aussi une des visées du salon. Notre vision pour ce salon est claire. Nous voulons mettre en lumière des secteurs clés qui, trop souvent, restent dans l'ombre. Nous croyons fermement que l'imprimerie, le graphisme et les métiers de l'art sont les piliers de la créativité et de l'expression artistique. Ils sont les gardiens de notre culture et de notre identité. Et nous sommes ici pour les célébrer et les promouvoir. Au cœur de cet événement, des professionnels éminents de l'imprimerie et du graphisme au Mali ont partagé leur vision et expérience. Leur perspective donne un aperçu précieux des défis et des opportunités qui façonnent ces industries. Alors, ce salon
est un début, mais c'est un tremplin pour tous les professionnels du métier de faire voir leur savoir-faire et surtout de se faire valoir, de se faire comprendre des populations, des usagers, mais surtout des pouvoirs publics qui doivent comprendre ces métiers-là, les accompagner. Aujourd'hui, dans le panel, on en a parlé, c'est que le problème est crucial, les enjeux sont énormes et les perspectives peuvent être bonnes si tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique dans la prise au sérieux de leur secteur qui est un secteur hyper concurrentiel. Les pays voisins aujourd'hui sont en train de valoriser leur imprimerie, leur métier de graphisme et nous, en plus de tous nos problèmes, si on les prend au sérieux, ça peut être un domaine qui peut permettre au Mali de concurrencer et le Malicoura également peut passer par eux. L'édition au Mali, c'est possible. Tout genre d'impression, sécurisée ou non sécurisée, peu importe la quantité, on est capable de l'offrir au Mali. Et les prix sont assez compétitifs. On demande le soutien des pouvoirs publics et la confiance des Maliens, car on est capable de faire ce travail et vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. Les créateurs sont là, les graphistes sont là, on se complète et tout se passe formellement bien et en route pour le nouveau Mali. Ce salon Sigma se profile déjà comme un catalyseur pour l'innovation et l'échange dans le domaine de la créativité et de la technologie. Il faut aussi noter que le Sigma offre la possibilité de participer à des formations dirigées par des professionnels. Comment faire concilier les réalités du monde rural avec le digital? C'est l'équation que cherchent à résoudre les initiateurs de la foire numérique qui se tiendra du 21 au 23 novembre prochain. Paul Yapinguessan nous livre les détails. La 4e édition du Salon du numérique se tiendra du 21 au 23 novembre à Koulikro sous le thème « L'impact du numérique sur la rentabilité des produits agro-silvo-pastoraux pour un développement agricole durable et inclusif ». L'offre et la demande en solutions et applications numériques ne se rencontrent pas, d'où la difficulté du développement organisationnel que rencontrent les jeunes entreprises de l'économie numérique. Il s'avère donc nécessaire de créer les conditions d'une mise en relation entre le monde du numérique et le monde rural à travers un salon spécialisé afin de réduire la fracture numérique entre alphabétisés et non alphabétisés. Cette fois se veut également un espace pour valoriser les startups intervenant dans le monde agricole pour trouver des pistes de solutions afin de résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce qu'avant, pour aller en transhumance, c'était des personnes qui partaient, ils enlevaient des personnes, des jeunes bergers qui pouvaient aller sur des distances de 30-50 km pour aller voir est-ce qu'il y a la disponibilité de l'eau ou du pâturage. Mais aujourd'hui, vous restez dans votre maison, seulement à un coup de fil près, vous avez ces informations-là. Donc ça fait un gain de coût, un gain de coût, de fatigue et tout. Et aussi, ça évite aussi les conflits aujourd'hui entre les agriculteurs et les éleveurs. Ce salon sera également une opportunité pour informer les acteurs du monde rural, surtout les femmes, sur la rentabilité de l'utilisation des TIC, sur les filières porteuses du Mali, pour leur participation dans le développement durable et inclusif. On pense que cette fois digitale vient donner encore plus d'éclat à des projets tels que Stamp Plus, parce qu'on discute aujourd'hui de la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. Nul ne peut aller sans le digital. Aujourd'hui, le digital avec nous, ça casse les fractures, comme je le disais tantôt. Vous avez accès à tout à partir de votre salon. Donc pour nous, cette fois digitale est bienvenue. Cette foire du numérique est soutenue par l'ONG néerlandaise SNV pour développer l'économie numérique comme vecteur de la croissance économique durable et inclusive, notamment dans le secteur rural et de la gouvernance territoriale. L'ONG intervient en plus de cela dans plusieurs domaines au Mali. Nous travaillons dans les domaines agroalimentaires, l'eau et l'énergie, avec axe transversal de changement climatique, gouvernance et genre et inclusion sociale. L'édition 2023 attend plus de 1000 visiteurs de stands d'exposition d'applications numériques et technologiques avec une moyenne de 400 visiteurs attendus par jour, ainsi que des rencontres B2B entre développeurs d'applications numériques, demandeurs en solutions digitales adaptées à leurs besoins, d'amélioration en termes de productivité, de transformation et de mise en marché des produits agro-silvo-pastoraux.
Présidentielle au Libéria. Joseph Boakai bénéficiait ce samedi d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelques 1,6 million de bulletins aient été dépouillés. Son adversaire, George Weah, l'a d'ores et déjà félicité pour sa victoire. Le président sortant du Libéria, George Weah, l'ancienne star du football, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a-t-il déclaré à propos de son parti dans un discours sur la radio publique. Il ajoute: les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que Joseph Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J'ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter pour sa victoire. Les résultats publiés par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Boakai, 78 ans, et 49,11% à Weah. Joseph Boakai bénéficiait d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelques 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes et la participation a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Au-delà du choix de la personne appelée à diriger ce pays en quête de stabilité, après les années de guerre civile et d'épidémie d'Ebola, l'un des enjeux de cette élection était le déroulement pacifique et régulier de l'élection et l'acceptation des résultats. Car ce scrutin était organisé 20 ans après la fin des guerres civiles dans ce pays qui ont fait plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003 et dont les souvenirs restent encore vivaces. Dans le quartier de Fiama à Monrovia hier vendredi, des dizaines de partisans des Boakai ont célébré sa victoire. Vainqueur, Joseph Boakai prendra pour 6 ans la tête de ce pays anglophone d'environ 5 millions d'habitants. Ce vieux routier fut de 2006 à 2018 le vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Il a occupé une multitude de postes au sein de l'État et du secteur privé. M. Boakai prendra sa revanche contre celui qui l'avait largement battu au second tour en 2017 avec plus de 61% des voix, mais auquel ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses de combattre la pauvreté et la corruption. De nombreux observateurs étrangers et libériens ont suivi l'élection. Les missions de l'Union européenne et de la CEDEAO ont salué le déroulement globalement pacifique du second tour. Selon un communiqué du porte-parole du département d'État américain, Washington a félicité la victoire de Joseph Boakai et l'acceptation pacifique des résultats du président sortant George Weah. Le président élu, M. Boakai, a promis de développer les infrastructures, d'attirer les investisseurs et les touristes et d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres dans ce pays où plus d'un cinquième de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale. En bref, les Aiglonnais du Mali connaissent leur adversaire pour le 8e de finale de la Coupe du Monde U17. Ils seront opposés au Mexique le mardi 21 novembre à 8h30. Le Mali s'est fixé comme ambition de remporter la compétition. À noter que sur 4 représentants du continent, seul le Burkina Faso est éliminé. Le Sénégal et le Maroc sont aussi qualifiés pour les 8e de finale. Et pour conclure ce journal, hier vendredi, le célèbre chanteur Sidiki Diabaté était en concert à l'Accor Arena de Bercy à Paris, l'une des plus grandes salles du monde. Sur une scène centrale à 360 degrés pour être plus près de son public, la star de la musique malienne a offert un spectacle inédit. Suivons.